Première partie. Le journal d'un condamné. Aperçu de l'abîme. De Victor. Hugo n'est pas un roman au sens traditionnel du terme. C'est un journal. Un journal brut, sans fioriture. Nous sommes plongés dans l'esprit d'un homme condamné à mort. Nous vivons ses dernières heures, ses dernières pensées, ses dernières peurs. La puissance du roman réside dans son immédiateté. Nous sommes là, enfermés dans la cellule du condamné. Le condamné est anonyme. C'est délibéré. Il est chaque homme et n'importe quel homme. Il pourrait être vous ou moi. Cet anonymat nous oblige à faire face à la réalité de sa situation. Cela pourrait être n'importe lequel d'entre nous face à la guillotine. Les entrées du journal sont fragmentées, brutes et profondément personnelles. Nous ressentons la terreur du condamné alors qu'il compte les heures. Chaque tic-tac de l'horloge est un coup de marteau sur son âme. Sa peur est palpable, tangible. Cette immédiateté, cette crudité est le coup de maître d'Hugo. Il contourne l'argumentation intellectuelle. Il vise directement les tripes. Il nous fait ressentir, viscéralement, l'horreur de la peine de mort. Deuxième partie, l'ombre de la guillotine. Justice, mort et rôle de la société. La présence menaçante de la guillotine projette une ombre sur le roman. C'est un rappel constant du sort du condamné, mais c'est plus qu'une simple machine à tuer. C'est un symbole. Elle représente la nature froide et impersonnelle de la justice. Le condamné est aux prises avec les concepts de justice et de mort. Il s'en prend au système qui l'a condamné. Il remet en question la société qui permet une telle barbarie. Ces réflexions n'offrent pas de réponse facile. Hugo nous oblige à faire face à des vérités qui dérangent. Qu'est-ce que la justice? La peine de mort est-elle jamais justifiée? Ces questions résonnent tout au long du roman. Elles nous accompagnent longtemps après la fin de la lecture. Le roman est une condamnation cinglante de la peine capitale. Mais c'est aussi une critique plus large de la société. Hugo nous met au défi d'examiner notre propre complicité dans un système qui dévalue la vie humaine. Troisième partie. Un torrent d'émotions. Terreur, détachement et lueur d'espoir. Le condamné vit des montagnes russes d'émotions. La terreur, bien sûr, domine. La peur de la mort est dévorante. Elle imprègne chacune de ses pensées et de ses actions. Pourtant, il y a des moments d'étrange détachement. Comme s'il observait sa propre mort imminente à distance. Ce détachement est un mécanisme d'adaptation, un moyen de se distancier de la réalité insupportable. Et puis, il y a des lueurs d'espoir, des espoirs fugaces, fragiles. Peut-être y aura-t-il un sursis de dernière minute, peut-être un miracle se produira-t-il, mais au fond de lui, il connaît la vérité. Ces changements d'émotions sont discordants. Ils reflètent l'état chaotique de l'esprit du condamné. Nous sommes juste là avec lui, ballottés par les mêmes tempêtes émotionnelles. Quatrième partie, la soif de vivre. Paternité, amour et sens de l'existence. Les pensées du condamné se tournent vers sa fille. Elle est, eh bien, un phare dans l'obscurité. Il s'accroche au souvenir de son amour. Il aspire à la serrer une dernière fois dans ses bras. Sa mort imminente lui donne une nouvelle perspective sur la vie. Il voit la beauté dans le banal, il chérit chaque instant fugace. La vie, même dans ses dernières heures, est précieuse. Le roman est une puissante méditation sur le sens de la vie et de la mort. Il nous rappelle que même face à l'oubli, il y a encore de l'amour, encore de l'espoir, encore de la beauté à trouver. Les pensées du condamné pour sa fille sont particulièrement poignantes. Elles nous rappellent le coût humain de la peine de mort. Ce n'est pas seulement le condamné qui souffre, mais aussi ses proches. Cinquième partie. Un cri pour l'humanité. L'acte d'accusation d'Hugo contre la peine de mort. La critique de la peine de mort par Hugo est sans faille. Il utilise la voix du condamné pour exposer sa barbarie. Il soutient que ce n'est pas de la justice, mais de la vengeance. Il met en lumière la torture psychologique infligée aux condamnés. L'attente, l'incertitude, la conscience que votre vie est sur le point de s'éteindre. Ceci, soutient Hugo, est une peine cruelle et inusitée. Le condamné devient un puissant symbole de l'inhumanité de la peine de mort. Sa souffrance est un miroir reflétant la cruauté de la société. Le message d'Hugo est clair. La peine de mort est mauvaise. Elle est mauvaise parce qu'elle est inhumaine. Elle est mauvaise parce qu'elle est irréversible. Elle est mauvaise parce qu'elle est vengeance et non justice. Sixième partie.
L'ombre de la guillotine plane, un rappel obsédant de l'injustice. Le roman culmine dans les derniers instants du condamné. La guillotine, depuis si longtemps une menace imminente, devient une réalité terrifiante. La description de l'exécution est crue et sans détour. La prose d'Hugo est à son apogée ici. Il ne recule pas devant les détails macabres. Il veut que nous voyions, que nous ressentions l'horreur de ce qui est sur le point de se produire. L'image finale du roman est gravée dans notre mémoire. C'est une image de brutalité, d'inhumanité, de l'échec ultime de la justice. N'est pas une lecture facile, c'est un roman difficile, dérangeant et finalement inoubliable. C'est un puissant réquisitoire contre la peine de mort et un plaidoyer intemporel pour la compassion. C'est un roman qui vous accompagne longtemps après que vous ayez fini de le lire. C'est un roman qui vous fait réfléchir, qui vous fait ressentir, qui vous fait vous interroger.